Voilà, lorsque nous parlons de la base, nous parlons des territoires, nous parlons des quartiers, nous parlons des secteurs, nous parlons de la population, zone, tout ça. Maintenant, si ces zones-là ne se sentent pas concernées, ne se sentent pas impliquées dans la gestion du pays, toutes les instructions sont là. J'avais un tableau ici à un certain moment où on dit les chefs de quartier n'ont pas de travail. Les administrateurs des territoires, ils gèrent les histoires quotidiennes. Quelqu'un a volé ici. Donc, sur le plan administratif, là, ces gens-là ne travaillent pas. Je disais qu'une très forte centralisation de pouvoir de la gestion du pays, depuis 60, oui, a fait montre de ses faiblesses dans le cas de notre pays. Parce que notre pays n'est pas n'importe quoi. Alors, quand je prends la gestion coloniale, du temps colonial, le pays était administré. oui. Alors qu'après l'indépendance, le pays est beaucoup plus gouverné qu'administré. Il y a une différence là. Il y a une différence entre administrer. Parce que je me rappelle que du temps colonial, un administrateur du territoire, c'est quelqu'un qui avait un œil sur tous les problèmes de son territoire, quel que soit. Soins de santé, finances, production. Dans sa juridiction. Dans sa juridiction. Il avait main mise. Il avait la même mise. C'est l'administrateur du territoire qui gérait tous ces problèmes-là. Oui. Ce n'est pas le gouverneur général. Le gouverneur général recevait les paramètres de gestion par rapport que lui faisait l'administrateur du territoire. Et en fait, la force du gouverneur général était effectivement la force de ses administrateurs. Exact, oui. L'administrateur gérait la sécurité, il gérait tout. Je prends l'exemple de comment on appelle cet événement qui s'était passé à Lubumbashi. Il y avait eu massacre des travailleurs de la Gécamine qui réclamaient les salaires et tout ça. À cette rencontre, on n'a pas vu le gouverneur général. C'est l'administrateur. C'était l'administrateur entouré par des plénipotentiaires des services de sécurité. Et qui avait fini par ordonner de tirer sur la masse. Ça n'avait rien à voir avec le gouverneur général. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Et cela a fait quoi? Cela a fait que toutes les entreprises de production, de toutes les entreprises commerciales à l'époque qui travaillaient en République démocratique du Congo avaient un impact sur le territoire où ils travaillaient. Exactement. C'est pourquoi on a parlé de la Gécamine. Je me rappelle quand j'ai commencé à travailler dans le secteur agro-pastoral et industriel de Société de la Générale de Belgique, j'étais surpris quand j'ai circulé dans les implantations de ces entreprises, que ce soit dans le Bas-Congo, Bandundu, Équateur, Kisangani et tout cela. Je disais toujours à tous ceux que je rencontrais, je disais, ça ce sont les Gécamines de ces coins-là. Donc chaque coin devrait avoir quelque chose qui produisait, parce que c'était les fiertés. Les réalités que j'ai découvrées de développement de ce coin-là, on ne les connaissait pas à Kinshasa. Exactement, oui. Mais par contre, il fallait voir la prise de conscience du développement. Mais dès qu'on a renversé les données, toutes ces choses-là ont commencé à disparaître. Allez aujourd'hui à l'intérieur de notre pays. C'est malheureux. Les fermes n'existent pas. Les agro-industries qu'on a connues du temps colonial, ça n'existe pas. Les plantations qu'on a connues, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que tout a été renversé et tout a été dirigé à partir de Kinshasa.
D'où je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avancez en disant que tant qu'on n'aura pas, je ne dirais même pas céder, accepter cette réalité, c'est une réalité. À Sun City, quand on discutait sur le Province 7, je me rappelle, j'ai eu à bavarder cela avec certains participants à Sun City. Moi, je n'ai pas participé, mais comme j'étais déjà ici à Kinshasa, je leur disais ceci. Depuis 60 jusqu'au maintenant, quand vous faites dégager les défaillances des administrations territoriales, ainsi de suite, ces défaillances sont plus dues du fait du politicien qui ne comprenait rien aux réalités administratives d'un espace. Une réalité administrative qui renfermait à la fois les problèmes de santé, les problèmes scolaires, les problèmes... Les infrastructures routières. Tout ça, ce sont des choses qui relèvent des administrations décentralisées. Alors, tout le monde s'est référé à Kinshasa. Et même jusqu'à aujourd'hui, tout le monde s'est référé à Kinshasa. Exactement, quand nous le voyons, donc il n'y a pas de changement. Oui. C'est la même histoire que nous allons avec depuis 60, c'est la même chose. On voit le ministre de l'Intérieur prendre des décisions sur une province, soit en suspendant ceci, en suspendant cela, sans se référer aux gestionnaires qui sont là, qui sont sur place. Avec ça, on ne peut pas développer le pays. Donc je suis tout à fait d'accord que dans le changement qu'il y a lieu d'apporter dans le développement de notre pays, cet aspect a une importance capitale. Ok, nous allons revenir un peu sur ce qui se passe au Parlement et ces regroupements, parce que c'est ça vraiment l'actualité. Aujourd'hui, nous voyons les gens qui s'entreaccusent. Le bureau d'âge, lorsque nous lisons l'article 13 du règlement d'ordre intérieur du Parlement, ça donne la mission exacte. Il y a 3 missions. Il y a vérification de validation des mandats et puis à la fin, élection d'un nouveau bureau du Parlement. Maintenant, le bureau d'âge a été appelé en catastrophe, justement à la fin de la session parlementaire, après la défection de ce bureau. Le bureau d'âge a sollicité un prolongement. Mais est-ce que ces 3 motifs définis par les règlements d'ordre intérieur peuvent leur donner cette habileté de faire le contrôle parlementaire, faire presque tout le travail qui se trouve, dont le bureau central devrait faire, le bureau définitif devrait faire. Oui. Et cela a été recouru au niveau de la Cour constitutionnelle, en leur donnant cette amabilité, dit non, vous faites vous assurez les affaires courantes et puis faites votre mission. Les autres aujourd'hui, le FCC, les 140 signant que non, le bureau d'âge a été au-delà de ce qui est arrivé. C'est ainsi qu'il justifie en disant que non, nous votons une motion contre le bureau d'âge qui n'a pas de fondement, bien sûr, juridique. Qu'est-ce que vous pensez dans toutes ces cacophonies-là qui se passent? Les autres s'entreaccusent, les histoires comme ça fait... Et puis, on ne va nulle part. Faudrait-il donner un mois? Maintenant, la question, qui a peur et qui ne l'a pas? Parce que les autres se disent, nous avons la majorité. Mais si vous avez la majorité, pourquoi ne pouvez pas passer directement à avoir un bureau définitif qui siégera? C'est un problème, je reviens encore une fois, un problème qui explicite bien la faillite de la classe politique congolaise. Je prends le cas des États-Unis. Aujourd'hui, il y a la destitution de Trump qui est en cours et tout ça, et ainsi de suite. Mais vous voyez comment ce problème-là est traité. Il est traité d'abord suivant les principes des textes.
Même si c'est à des jours. Même à des jours. Non. Vous aviez fait quelque chose. Et puis nous allons suivre les textes, comment les textes disent. Et cela, ça sécurise aussi le pays et la population. Dans le cas de notre pays, aujourd'hui, depuis le discours du président de la République, il faut reconnaître une chose, que nous avons quitté d'une période de stabilité à une période de crise. Il faut reconnaître que nous sommes dans une période de crise. Oui. Mais cette crise est amplifiée aussi par la défaillance ou plutôt la qualité de la classe politique congolaise. Qui explicite les choses, qui explique les choses à sa manière, qui n'ont rien à voir. Qui viennent nous expliquer les histoires et patata. Et dans toute cette cacophonie, comme on l'a dit tout à l'heure au début de cette émission, la préoccupation du bien-être de la population n'y est pas, nulle part. Aujourd'hui, on enregistre des morts dans tous les coins de la République pour des raisons d'insécurité, pour des raisons de manque de gestion, pour des raisons effectivement de manque d'autorité dans un ou l'autre coin de la République démocratique. Mais ça, on n'en parle pas. Mais on vient vous dire que Mabunda doit partir ou bien Mbosso doit faire ceci et tout cela. Qu'est-ce que ça a à voir avec la population? Ça va faire combien de temps maintenant qu'on est dans cette cacophonie? Il n'y a pas eu de conseil des ministres. Il n'y a pas eu de conseil des ministres et tout cela. Est-ce qu'on a dégagé l'impact négatif de cette situation sur le plan, effectivement, des facteurs qui peuvent développer le pays? Donc, ici, je parle de l'économie. L'impact est vraiment négatif. Comment voulez-vous, dans ces conditions-là, que vous puissiez prétendre développer votre pays? Non, au contraire, vous allez favoriser la cacophonie au niveau de la gestion du pays. Ceux qui sont déjà sur le terrain pour dilapider le pays vont renforcer leur position. Donc, pour moi, la situation qui se présente maintenant au niveau de l'Assemblée nationale, non simplement est-il des conséquences de turpitude de la classe politique congolaise, mais aussi ça fait expliciter le manque d'intérêt, de bien-être de la population, de la classe politique. Et la population congolaise doit se réveiller pour comprendre que nous n'avons pas une classe politique congolaise et que cette classe politique doit être remplacée. Et pour qu'elle soit remplacée, la population doit profiter de cette situation pour comprendre le comportement de la classe politique congolaise. Et qu'est-ce que vous pensez des langues qui disent que non, il faudrait un coup d'État constitutionnel pour reconstituer tout? Parce que aujourd'hui, si on veut aller dans le texte, chacun a son point de vue. Les professeurs pro-Kabila viennent vous expliquer selon ce qu'ils attendent. Les gens qui sont comme le Mbata, ils viennent vous dire que non, un bureau provisoire peut traiter de matière définitive d'un bureau définitif. Donc on se dit, mais finalement, est-ce qu'un coup d'État constitutionnel n'est-il pas possible afin que le président de la République aujourd'hui, qui est reconnu par tout le monde, qui prenne sa décision en disant, bon, je veux faire comme Mobutu a fait en 1965. Qu'est-ce que vous en pensez? Effectivement, le président de la République, il est le garant des institutions de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui,